Pas Ok. distraire. Bonjour à tous et bien merci de participer à cette conférence qui va être dédiée à l'ictère chez le chien. Je suis consultante en médecine interne à Advesia et donc n'hésitez pas au cours de cette présentation à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Encore une fois, merci à vous tous d'être là et je remercie en particulier Julie qui me permet d'échanger avec vous aujourd'hui. On va commencer par une définition de l'ictère, qu'on peut aussi appeler plus communément jaunisse. La définition de l'ictère, c'est une coloration jaune de la sclère, comme vous pouvez le voir sur cette première photo, de la peau et des muqueuses. On a un ictère flamboyant pour ce chien. Et donc, cette coloration jaune, elle est due à l'accumulation de bilirubine. On a donc une hyperbilirubinémie, qui est donc un taux de bilirubine sérique qui va être supérieur aux intervalles de référence. On va distinguer ce qu'on appelle l'ictère clinique de l'ictère biologique. L'ictère biologique, on l'obtient lorsqu'on a un taux de bilirubine sérique supérieur à 2,5 mg par décilitre. Et finalement, l'ictère clinique, c'est celui qu'on va identifier donc, comme une jaunisse, cette coloration jaune de la sclère, de la peau et des muqueuses. Et souvent, on va observer un ictère clinique quand l'ictère biologique est beaucoup plus prononcé. Parfois, donc, vous allez avoir un ictère biologique avec une augmentation du taux de la bilirubine. Néanmoins, c'est difficile à voir, notamment au niveau des muqueuses. L'ictère n'est pas un diagnostic, c'est un signe clinique et donc il est important d'établir le diagnostic dans ce contexte pour savoir à quelle maladie on a donc à faire face et il est important dans l'approche diagnostique de comprendre au préalable le métabolisme et l'expression de la bilirubine. On va donc faire des rappels de physiologie. Donc, les globules rouges, vieillissant, sénescent au sein des vaisseaux, vont être, après leur destruction, donc la principale source de l'hème. C'est l'hème qui est ensuite transformé en bilirubine au sein du système réticulo-endoplasmique dans les macrophages de la rate, de la moelle osseuse et du foie. Cette bilirubine, elle est non conjuguée. Elle est transportée dans le sang liée à l'albumine. Elle va entrer par diffusion passive dans le foie et c'est au sein du foie que la bilirubine non conjuguée est conjuguée. Cette bilirubine conjuguée va ensuite rejoindre l'intestin par l'intermédiaire des voies biliaires, canal cholédoque notamment. Ensuite, on va avoir une transformation de cette bilirubine conjuguée par le travail des bactéries présentes au sein de l'intestin. Et cette bilirubine conjuguée est transformée en stercobilinogène. Une fraction de la bilirubine conjuguée est aussi réabsorbée et transformée en urobilinogène. La fraction de la bilirubine conjuguée peut être aussi déconjuguée puis réabsorbée et c'est ce qu'on appelle le cycle entérohépatique. L'urobilinogène est oxydé en urobiline puis éliminé dans les urines via les reins. Et donc, c'est ce qui participe notamment à la coloration jaune des urines.
Et enfin, le stercobilinogène est oxydé en stercobiline. C'est la coloration brune des sels. Est-ce que ce mécanisme vous semble logique, bien compris, ou est-ce que vous voulez qu'on revienne sur certaines parties du cycle, du métabolisme de la bilirubine et de son excrétion? C'est bon pour tout le monde? Alors on continue. Grâce à ce schéma, on va pouvoir comprendre l'origine de l'ictère. On va parler soit de surcharge, soit d'anomalie du processus de métabolisation et d'excrétion. On va avoir donc 3 grands axes pour comprendre l'origine de l'ictère. Il est soit préhépatique, lié à une hémolyse excessive des globules rouges. L'ictère peut être hépatique, ça se passe au sein du foie. On a une anomalie du processus de métabolisation. Ou bien un ictère post-hépatique. À ce moment-là, on a une anomalie du processus d'excrétion. Donc, face à un ictère, en clinique, il faut vous orienter vers les 3 axes. Préhépatique, donc hémolyse, hépatique ou post-hépatique. On va revenir sur les causes d'ictère préhépatique et donc en cas d'hémolyse. J'ai essayé de vous hiérarchiser les causes les plus fréquentes. Je dirais il y a 2 grandes causes. Il va y avoir aussi les toxines et médicaments pour vous urgentistes. Mais les 2 grandes causes d'hémolyse vont être les anémies hémolytiques à médiation immunitaire, primaire ou secondaire, et puis les causes d'hémolyse directe infectieuse liées à Babesia. Chez le chien, on va avoir des hémolyses directes liées à des toxiques et des médicaments. Le plus fréquemment, l'acétaminophène et les oignons. Les dommages oxydatifs, les anémies à Korn de Heinz sont beaucoup plus fréquentes chez le chat que chez le chien. C'est quand même des anémies qui sont rares. L'hypophosphatémie est une cause d'hémolyse. Et enfin, les anomalies génétiques, ce sont des maladies héréditaires qui affectent la survie ou la structure des érythrocytes. Et notamment, les plus connus, ça va être le syndrome de fragilité osmotique et des déficiences en enzymes comme la phosphofructokinase ou en pyruvate kinase. Par exemple, on a actuellement une jeune Golden Retriever d'1 an, hospitalisée à Advesia, qui a présenté pendant 24 heures une pigmenturie urinaire. On a mis en évidence une hyperbilirubinémie transitoire. On est actuellement en attente de la PCR Babesia parce qu'en 24 heures, elle a répondu à l'imidocarbe et au N-acétylcystine. Donc on se demandait si effectivement Babesia ou des toxines, même si les gens rapportent que la probabilité pour qu'il y ait une intoxication est extrêmement faible. Si ces 2 tests sont négatifs, on a écarté le phénomène de la médiation immunitaire. On va s'orienter vers une anomalie génétique de type déficit en phosphofructokinase ou en pyruvate kinase. Et donc, on a déjà évoqué au propriétaire qu'on allait effectuer des tests génétiques, vous savez, avec les petites brossettes qu'on peut faire au niveau des gencives pour tester s'il y a un déficit en enzymes.
Si vous voulez, on se réécrira, je vous dirai ce qu'il en a été pour cette jeune chienne. Allez, on continue. Ictère hépatique. Là encore, j'ai essayé de hiérarchiser, de vous mettre en gros ce à quoi vous devez penser dans un contexte d'urgence. Ça va être évidemment la leptospirose avec des formes hépato-rénales, mais encore hépatiques strictes. On a une prévalence qui a été nettement améliorée par la vaccination L-multi, mais surtout L4. Je vous invite à vérifier les carnets de vaccination de vos patients. Ça n'écartera pas, bien sûr, une leptospirose si votre patient est correctement vacciné L4, par exemple. Mais c'est vrai qu'un patient qui n'est pas vacciné ou qui n'est pas à jour de ses vaccins ou qui est encore vacciné avec les anciennes valences leptospirose, ça peut augmenter votre suspicion de leptospirose. Ensuite, des causes donc virales, protozoaires, fongiques, parasitaires. Je vous les ai recitées, mais ce sont quand même des maladies assez rares, et notamment ici en France. L'hépatite chronique, on pourra en discuter si on a un petit peu le temps et si vous voulez qu'on discute de manière un peu plus approfondie, mais c'est vrai que c'est probablement moins quelque chose que vous allez rencontrer dans un contexte d'urgence. En revanche, pensez toujours aux toxines et aux médicaments, notamment l'ingestion de champignons. Le risque d'aflatoxine quand les propriétaires conservent mal leurs croquettes. Donc vous savez, notamment il y a des gens, alors je pense que ça se fait quand même de moins en moins, mais les gros bacs qui sont fournis par les enseignes, les gens qui ouvrent leur paquet et versent dans les gros bacs en plastoc, il y a un gros risque de contamination par les aflatoxines. Et enfin, une cause importante aussi d'intoxication et donc d'ictère hépatique, ça va être le xylitol, notamment présent dans les chewing-gums et dans les bonbons. Ça fait des atteintes hépatiques avec des hypoglycémies sévères. Pensez-y bien, notamment dans un contexte d'urgence. Médicaments, vous les connaissez, ils sont connus depuis longtemps, le carprophène, acétaminophène et l'azathioprine. En tant qu'interniste, maintenant, ça fait un petit moment qu'on n'utilise plus l'azathioprine, connu sous le nom d'Imurel. Il y a un réel risque de toxicité hépatique et pancréatique également. Et puis enfin, plutôt chez les animaux d'âge avancé, on va penser évidemment aux tumeurs primaires ou métastatiques hépatiques. Enfin, on va examiner les causes d'ictère post-hépatique. Donc, ce sont les obstructions biliaires, intraluminales ou extraluminales. Il faut penser à cette cause fréquente chez les animaux d'âge avancé, la mucoselle biliaire. Le risque de cholélithiase, de cholécystite ou de cholangites. Et de manière moins fréquente, les sténoses biliaires, les tumeurs et de manière très rare, les parasites. Enfin, on peut avoir des obstructions biliaires extraluminales, une cause évidemment très fréquente, la pancréatite. On peut évoquer aussi les cancers, les obstructions par des lymphadénopathies, qui bien sûr peuvent être d'origine cancéreuse, mais qui peuvent être aussi d'origine inflammatoire stricte ou inflammatoire infectieuse. Et puis, particularité qui est quand même retrouvée peu souvent, ce sont les corps étrangers au sein du duodénum qui se retrouvent au niveau de la papille du canal cholédoque et qui font obstruction.
Est-ce que vous auriez des questions concernant ces diagnostics différentiels, leur fréquence? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez effectivement déjà fréquemment rencontrées ou au contraire jamais? Est-ce que ça vous parle, ces 3 axes? Ouais, je pense que c'est assez exhaustif là. Après, j'ai l'impression en urgence, en tout cas, qu'il y a beaucoup de collègues qui ont tendance à vite se précipiter sur le pré-hépatique. Et il faut pas oublier les autres causes, donc c'est bien, ça fait un bon rappel. Ok, parfait. Alors on continue. On va justement parler de comment faire ce diagnostic, savoir si l'ictère est pré-hépatique, donc il y a une hémolyse hépatique ou post-hépatique. Vous allez voir finalement, c'est pas si compliqué que ça. L'ictère, il faut que votre approche soit logique et encore une fois, que vous compreniez bien les processus mis en jeu, notamment parce que c'est un processus pathologique qui est significatif. Hein. Quand on a un ictère, j'imagine que pour vous, c'est source de... Il y a une maladie active qui se passe et qui peut être de pronostic négatif. Donc il faut avancer vite concernant la prise en charge diagnostique et thérapeutique. Est-ce que pour tout le monde, c'est effectivement assez bien ancré pour vous que un ictère et donc une augmentation de la bilirubine dans le sang, c'est quelque chose qui effectivement vous inquiète et qui vous engage à réfléchir vite et bien et tout de suite prendre les mesures nécessaires, encore une fois, pour établir le diagnostic et ensuite savoir quelle approche thérapeutique vous allez mettre en place. Est-ce que c'est effectivement quelque chose qui est bien présent dans votre esprit? Oui, pour ma part, oui. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort? J'entends pas bien. Oui, j'ai juste dit oui. Vous Oui, m'entendez? bah, très bien. Et je dis ça, alors bien sûr, on est toujours un peu... enfin, parfois, on est surpris par la... Quand on réfère un chien, on est parfois un peu surpris de ce que les propriétaires ont pu comprendre. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait que euh, on doit établir un diagnostic avant de pouvoir engager une thérapie. Et je vous dis notamment ça parce que on reviendra sur ce cas clinique que je vais vous présenter ensuite. Mais ce propriétaire est arrivé avec sa chienne ictérique. Alors c'était en urgence, je me trouvais par hasard à, à l'accueil et j'avais le temps de pouvoir aider les urgentistes et de prendre cette consultation. Et le chien était effectivement ictérique et le monsieur venait pour des anomalies du foie, mais surtout pour que la chienne soit mise sous perfusion. Et donc, je me dis qu'il n'a pas forcément tout intégré ce que pouvait lui avoir dit son vétérinaire traitant. Mais c'était quand même assez drôle parce que 3 fois au cours de la consultation, il m'a dit la chienne, il faut qu'elle soit mise sous perfusion, la chienne, il faut qu'elle soit mise sous perfusion. On en reparlera quand on parlera de ce cas clinique. Alors, l'anamnèse, importance de l'anamnèse, ça vous le savez, puisqu'on a déjà, d'un point de vue épidémiologique, des prédispositions raciales avec des déficits enzymatiques bien connus, notamment chez les Basenji et chez les Westie, déficit en pyruvate kinase. Labrador, par exemple, très bien connu pour l'hépatite cuprique. Ou bien, est-ce que vous pourriez me donner un exemple d'un d'une race très connue pour les hépatites chroniques, le C'est cocker. pas le Westie? Alors, Le coq. oui, je pense que tu penses aux Scottish Terriers notamment, qui sont prédisposés au carcinome.
hépatique. Mais les Westies c'est une race qui est proche, donc effectivement. Le cocker, les dalmatiens, on a effectivement plusieurs races qui sont prédisposées à des hépatites chroniques. Bien sûr, l'âge, ça nous oriente vers plutôt des anomalies génétiques quand les animaux sont jeunes, et puis on va s'orienter évidemment plus vers des processus néoplasiques chez un animal âgé. Anamnèse complète, détaillée, toujours très importante. On a parlé de Babesia, on a parlé d'anémie hémolytique à médiation immunitaire secondaire, je n'avais pas précisé, mais vous les connaissez. Ce sont les HMI secondaires à Anaplasma, Ehrlichia, Borrelia. Donc, historique des voyages, on peut avoir des hépatites liées à la leishmaniose également. Donc, et il faut se méfier, hein. Maintenant, nous, on a eu quelques cas de leishmaniose chez des patients qui n'avaient jamais quitté la région parisienne. Exposition aux ectoparasites, donc bien entendu les tiques qui transmettent ces fameuses maladies vectorielles. Les traitements reçus par vos chiens, et également les toxines environnementales potentielles. Antécédents de vaccination, j'en ai parlé concernant la leptospirose. Il y a des chiens qui sont évidemment aussi vaccinés babésiose, ce qui, encore une fois, mais vous le savez, n'exclut pas le risque d'infection. J'allais vous dire autre chose sur la vaccination. Ah oui, j'allais vous dire que quand on n'a pas une preuve formelle que la vaccination soit facteur de déclenchement des anémies hémolytiques à médiation immunitaire. Il faut que ça reste une question à vous poser. En tout cas, si vous avez un animal qui vient de se faire vacciner dans le mois précédent, il est possible que ça déclenche une anémie hémolytique à médiation immunitaire dans un contexte où l'animal est probablement prédisposé à ça. En tout cas, nos patients qui sont suivis pour ces anémies hémolytiques à médiation immunitaire, on demande à ce que les vétérinaires traitants fassent un protocole de vaccination raisonné. Donc, on ne vaccine plus contre la rage s'il n'y a pas de sortie en dehors du territoire français. On vaccine contre la leptospirose, j'insiste encore, L4, une fois par an. Et maladie de Carré, parvovirose, hépatite de Hubert, on ne le fait plus que tous les 2 voire 3 ans. Évidemment que les symptômes, la durée, évolution de ces symptômes et de ces signes cliniques est important. Enfin, l'examen clinique peut orienter votre approche diagnostique. Est-ce que les muqueuses sont seulement ictériques ou est-ce qu'elles sont pâles également? Là, effectivement, vous allez peut-être vous orienter davantage vers une hémolyse et donc les muqueuses sont pâles, on a une anémie. Le système cardiovasculaire, est-ce qu'on a des signes de décompensation plutôt? Donc par exemple, c'est ce qu'on va retrouver en cas d'anémie hémolytique, soit médiation immunitaire ou non, avec des animaux qui peuvent décompenser de leur anémie. On a également en cas d'atteinte hépatique, par exemple de type infectieuse, bactérienne. À ce moment-là, on peut avoir des animaux qui sont en état de choc, septique. On peut avoir également des animaux avec des péritonites biliaires si on a une rupture des voies biliaires. Donc là encore, on va avoir des animaux probablement en état de choc. Et donc, l'évaluation de votre fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, qualité des pouls, voire mesure de pression artérielle,
c'est important de l'effectuer de manière rigoureuse. La palpation abdominale peut vous orienter. Est-ce qu'on a une organomégalie et notamment une hépatomégalie? Est-ce qu'on a une douleur abdominale crâniale qui pourrait par exemple vous orienter vers une pancréatite? Est-ce que vous avez à la palpation des masses abdominales? Est-ce que vous avez un signe du flot positif qui peut vous orienter vers la présence d'épanchements? Et enfin, est-ce que vous avez un patient qui présente de la fièvre? Je vous rappelle les 3 axes principaux pour la fièvre chez le chien. On va parler de maladies infectieuses, maladies à médiation immunitaire, à peu près dans les mêmes proportions. Maladie infectieuse peut-être plus présente chez le jeune et maladie à médiation immunitaire chez les adultes. Et fièvre possible en cas de cancer. Vous allez examiner votre patient à la recherche d'hémorragie, de pétéchie ou d'échymose. Il faut penser que ces signes peuvent être secondaires à des troubles de l'hémostase. Ces troubles de l'hémostase se retrouvent en cas d'anémie hémolytique à médiation immunitaire, puisque on sait que ces patients sont dans un état d'hypercoagulabilité, puis avec le risque de CIVD. Donc ce sont des patients qui peuvent présenter effectivement des pétéchies notamment. En cas d'insuffisance hépatique, le foie est responsable de la production des facteurs de coagulation et de la vitamine K. Donc en cas de déficit, en cas d'insuffisance hépatique, donc de déficience du foie, vous pouvez avoir des troubles de la coagulation. Et en cas de cholestase sévère, la vitamine K ne peut pas être absorbée. Et donc, on peut avoir, là encore, des troubles de la coagulation. Ces signes cliniques, vous allez les rechercher notamment en région cutanéo-muqueuse. Et puis, il est important de réaliser votre palpation transrectale à la recherche de méléna ou à la recherche d'hématochézie. Enfin, l'examen neurologique peut être important, notamment à la recherche de signes en faveur d'une encéphalopathie hépatique, en cas d'insuffisance hépatique aiguë, ou au contraire en cas d'atteinte du foie chronique avancée, en cas de cirrhose notamment. Et donc on en arrive à notre algorithme qui finalement, vous voyez, n'est pas si complexe que ça. Donc on va avoir des données initiales épidémiologiques, anamnéstiques et cliniques. Et puis donc la première chose à faire, et vous m'avez dit que souvent vous pensez à un ictère préhépatique avec de l'hémolyse. C'est très bien d'y penser. La première chose du coup qui va nous permettre de distinguer est-ce que c'est préhépatique ou est-ce que c'est hépatique ou post-hépatique, c'est la valeur de l'hématocrite. Donc une des premières choses que vous pouvez faire, c'est mesurer votre microhématocrite. Si il est fortement abaissé, en tout cas, vous allez nettement penser à plutôt une hémolyse. Si il est un petit peu diminué, il faut y penser. C'est possible en cas d'anémie inflammatoire chronique. Il va être un petit peu abaissé, mais probablement que vous n'aurez pas, en tout cas ensuite, à la numération formule sanguine, des signes à la fois donc d'anémie, et puis vous allez regarder s'il y a une microcytose ou non, une macrocytose, ou au contraire c'est normocytaire. Je vous rappelle que en cas de microcytose, on va s'orienter plutôt vers des anémies fériprives, des anémies d'origine hépatique également.
Quand on a une anémie discrète, normocytaire, normochrome, à ce moment-là, qui est non régénérative, on va s'orienter vers une anémie d'origine inflammatoire chronique. Quand l'anémie, elle est régénérative, vous savez que soit il y a des saignements, soit on parle d'hémolyse. Et donc, vous allez regarder votre valeur des réticulocytes. Réticulocytes élevés, à plus de 60 000 chez le chien, on va même dire qu'au-delà de 100 000, on est certain que l'anémie est régénérative. Faites attention qu'on ne soit pas, vous surtout dans un contexte d'urgence, d'être dans un contexte pré-régénératif. Mais sinon, vous vous orientez vers une hémolyse. Donc, on va partir du côté gauche, du côté de oui. On va examiner cette partie-là. Et donc, vous avez un hématocrite fortement diminué, un taux de réticulocytes élevé. Donc, vous savez que vous avez une anémie régénérative. En cas d'anémie régénérative, vous allez plutôt retrouver une macrocytose. Ensuite, vous allez vous poser la question, est-ce que j'ai des signes d'hémolyse à médiation immunitaire? Alors, on va peut-être avec les diapositives. Donc, vous avez fait sur votre tube UDTA, votre microhématocrite et votre NFS avec comptage réticulocytaire. Taux de réticulocytes supérieur à 60 000, surtout supérieur à 100 000. À ce moment-là, vous êtes dans le cas d'une anémie régénérative. Vous pouvez faire déjà votre test d'auto-agglutination et puis également, vous allez faire votre frottis sanguin à la recherche de sphérocytes. Si la réponse est positive à l'auto-agglutination ou si vous voyez des sphérocytes, donc on va en reparler de ces petits sphérocytes, c'est que vous êtes face à une anémie hémolytique à médiation immunitaire. Votre frottis sanguin, vous allez également rechercher des hémoparasites. Alors là, on a des hémoparasites sur ce frottis sanguin. Vous les reconnaissez facilement. Ici, on a un chien qui a quoi comme diagnostic, comme maladie? Non. Ouais, exactement. Vous voyez ici, sous forme de petites poires, des jolies Babesia. Ensuite, je voulais vous détailler, vous pouvez aussi rechercher en cas d'anémie hémolytique à médiation immunitaire à l'aide d'un SNAP-4DX les autres maladies vectorielles, Ehrlichia, Anaplasma, alors Ehrlichia, Anaplasma, Borrelia. Je vous rappelle que ça teste les anticorps et donc dans ce cas, il faut compter une dizaine de jours avant que le test soit positif. Donc dans un contexte d'urgence, il est intéressant probablement de garder du sang UDTA et en cas de confirmation d'anémie hémolytique à médiation immunitaire, envoyer des examens PCR. Le test d'auto-agglutination, je vous ai rappelé comment on réalisait ce test. Donc une goutte de sang totale ou sur EDTA pour 4 gommes de sérum physiologique. Il faut bien secouer votre lame et ensuite il faut regarder macroscopiquement est-ce qu'il y a agglutination. Donc ici sur cette lame, la réponse est oui. Ensuite, il faut regarder microscopiquement, est-ce que ce qu'on voit là, c'est bien des agglutinats que vous avez ici à droite et non pas des rouleaux. Les rouleaux, on les retrouve en cas d'hyperprotéinémie en général. Alors que les agglutinats, ce sont des paquets donc de globules rouges qui s'agglutinent entre eux parce qu'il y a les anticorps qui viennent se fixer à la surface des antigènes. Et ensuite, on a un beau paquet d'agglutination. Vous pouvez également envoyer un test de Coombs, même principe. Et au frottis sanguin, je vous remontre un sphérocyte qui est pathognomonique d'une anémie hémolytique à médiation immunitaire, plutôt primaire, mais qu'on peut retrouver aussi dans un contexte d'anémie hémolytique à médiation immunitaire secondaire.
Donc ces sphérocytes, ce sont des globules rouges qui sont très très ronds, qui ont perdu leur pâleur centrale. Pourquoi? Parce qu'en fait, le système immunitaire est venu phagocyter le complexe anticorps-antigène, et donc le globule rouge est déstructuré et va perdre sa forme biconcave. Donc c'est pour ça qu'on a des petits globules rouges un peu plus petits, très concentrés et bien ronds. Sphérocyte pathognomonique d'une HMI. Ok, je vous montre juste à quoi ressemblent les petits cornes de Heinz, même si donc c'est ce qu'on retrouve en cas d'oxydation. Et puis, ça, on en a parlé. Et donc, on en revient juste à notre arbre, notre algorithme. Donc, on a dit sphérocyte et aussi agglutination, on est face à une HMI. Si on n'a pas de signe de sphérocytose ou d'agglutination, à ce moment-là, on va rechercher d'autres anomalies que vous retrouverez beaucoup moins souvent. Donc, je vous laisse cette partie-là, mais on va vraiment s'orienter vers les anémies hémolytiques à médiation immunitaire. Babesia, c'est une hémolyse directe. Parfois, on peut avoir une HMI secondaire. Et puis, quand vous avez une babésiose, vous pouvez avoir des infections concomitantes. Donc, on recherche aussi les autres maladies vectorielles. Si vous n'êtes pas dans le cas de figure de gauche, alors à ce moment-là, on va rechercher un ictère hépatique ou post-hépatique. Donc, est-ce qu'on a une activité des enzymes hépatiques, donc PAL, ALAT, GGT, élevée? Si c'est non, à ce moment-là, vous allez rechercher les causes d'ictères qui ne sont pas liées à un ictère hépatique ou post-hépatique. Si vous avez effectivement un profil avec des paramètres hépatobiliaires augmentés, à ce moment-là, la question qu'il faut tout de suite vous poser, c'est est-ce qu'il y a obstruction? En général, quand on a une obstruction, on va vraiment avoir un ictère très marqué, avec un taux de bilirubine très élevé. Vous avez besoin d'un imageur qui va vous dire si oui ou non il y a présence d'une obstruction. Si effectivement il y a obstruction complète par des calculs, une mucocèle, une tumeur, ça va être les causes principales. À ce moment-là, vous allez demander au chirurgien une exploration, une laparotomie exploratrice. C'est rare qu'on n'envisage pas d'intervention chirurgicale en cas d'obstruction complète. Est-ce que vous auriez une idée d'une cause qui pourrait être à l'origine d'une obstruction complète, mais qui serait finalement plutôt une contre-indication à aller à la chirurgie? Ça marche la pancréatite? Ouais, la pancréatite, t'as dit? Ouais. Tout à fait. Donc on peut avoir un pancréas très œdémacié, avec une stéatite péripancréatique très importante. Et excepté en cas de pancréatite nécrosante, où tu peux te poser la question, est-ce que je décide d'une intervention chirurgicale pour une pancréatectomie, donc de ces parties nécrosantes, mais sinon, effectivement, la pancréatite nécessite un traitement médical. Il y a peut-être une autre cause, on en discutera, c'est une mucocèle biliaire débutante. Alors, je ne suis pas sûre qu'avec une mucocèle biliaire débutante, vous ayez une hyperbilirubinémie très marquée, des signes d'obstruction. Mais en tout cas, on peut se poser la question, est-ce que pour une mucocèle biliaire débutante, on décide d'un traitement médical ou d'un traitement chirurgical d'emblée?
Si vous n'avez pas de signes d'obstruction et que vous êtes face à de la cytolyse hépatique, à ce moment-là, vous allez rechercher des causes d'hépatite chronique ou de néoplasie. Et, aussi cholangite, cholécystite infectieuse. Donc, à ce moment-là, vous allez envisager de faire ponction de la bile et demander une analyse cytologique et une culture bactériologique. Vous pouvez réaliser des cytoponctions hépatiques lorsque vous suspectez une néoplasie à cellules rondes. En cas d'hépatite chronique ou même d'hépatite aiguë inflammatoire, la ponction, elle est peu intéressante. Et puis pour les hépatites chroniques et notamment les hépatites cupriques, on va réaliser des biopsies hépatiques, donc à la recherche de lésions d'hépatite chronique. Et à ce moment-là, en cas d'hépatite cuprique, on va demander un dosage du cuivre quantitatif. Je reviens un tout petit peu sur ce que on peut retrouver à l'analyse biochimique. C'est un petit peu ce que je vous ai dit, c'est que en cas d'ictère post-hépatique, on va plutôt avoir une bilirubine qui est franchement augmentée, avec une augmentation des enzymes cholestatiques, là aussi franchement augmentée, une hypercholestérolémie marquée. Et à l'inverse, vous allez avoir plutôt des signes de cytolyse hépatique plutôt légers. Ensuite, et vous avez des acides biliaires, un test de fonction hépatique à ce moment-là, plutôt dans les intervalles de référence. En cas d'ictère hépatique, c'est plutôt l'inverse, on va plutôt avoir des enzymes marqueurs de cytolyse, une activité qui va être augmentée, alors que dans une moindre mesure en général, l'activité des enzymes cholestatiques. Et quand on a une insuffisance, qu'elle soit aiguë ou chronique sévère, à ce moment-là, on a des tests de fonction hépatique qui sont anormaux. Il faudrait que je vous rajoute, ici j'ai mis les acides biliaires, le NH3 également est important à doser, notamment si vous avez des signes d'encéphalose hépatique. Et enfin, même si les HMI sont des ictères préhépatiques, on peut avoir une augmentation de l'activité des enzymes hépatiques. Ça peut être un petit peu piège, parce que notamment on a une hypoperfusion du foie et puis l'hyperbilirubinémie qui est liée à la surcharge fait également une souffrance hépatique. Et enfin, vous pouvez rechercher des indicateurs de dysfonctionnement multiorganique avec notamment au niveau rénal, une protéinurie et une glucosurie ou des cylindres à l'analyse d'urine. Je vous redétaille un tout petit peu ce qu'on peut retrouver à l'imagerie. En cas de réalisation de radiographie abdominale, ce qui est tout à fait possible, notamment si vous recherchez des corps étrangers métalliques. On peut aussi identifier la présence de masse, d'un foie, alors de grande taille ou au contraire de petite taille, qui va plutôt nous orienter vers une hépatite chronique, et puis également la présence de calculs radiopaques. À l'échographie abdominale, vous allez bien sûr évaluer tout votre arbre biliaire, foie, donc voie biliaire extra-hépatique, le pancréas, et puis également le mésentère et les nœuds lymphatiques locaux régionaux. De toute façon, évidemment, vous allez évaluer tout l'abdomen, mais c'est ça en particulier que vous allez regarder en détail. Vous pouvez identifier une splénomégalie. Attention, on la retrouve fréquemment dans les anémies hémolytiques, puisque on peut retrouver une hématopoïèse extramédulaire. Idem pour une hépatomégalie.
Et parfois, vous pouvez avoir également des anomalies de découverte fortuite, notamment la présence de masse. Et à ce moment-là, vous allez orienter différemment votre plan diagnostique. Enfin, je vous ai parlé des ponctions à l'aiguille fine et de ce que vous pouvez attendre pour l'analyse cytologique. Et encore une fois, on parle de diagnostic de néoplasie et notamment à cellules rondes. Et enfin, on va envisager nos biopsies hépatiques si les résultats de l'imagerie et de la cytologie sont non concluants. Ici, donc, vous avez l'image à l'échographie d'un pancréas très œdématé avec de la stéatite autour. Image compatible avec une pancréatite aiguë. Honnêtement, je ne crois pas qu'il y avait une obstruction biliaire sur ce cas, mais en tout cas, on avait un pancréas lobe droit très visible, très œdématé. Et enfin, dernier volet, on va parler de l'approche thérapeutique. On va le faire, si vous voulez bien, à l'aide d'un cas clinique. Je vous présente Naya, qui est donc cette femelle malinois de 12 ans qui m'a été présentée il n'y a pas si longtemps que ça pour exploration d'un ictère. C'est une chienne qui se balade en forêt, qui boit dans les flaques d'eau et qui a pour antécédent une MVD stade B1, pas de nécessité de traitement donc de cette cardiopathie, et puis de l'arthrose et des masses cutanées qui sont plutôt compatibles avec des lipomes. Donc cette chienne, elle m'a été présentée pour une perte d'appétit, notamment pour son alimentation habituelle. Elle prend des croquettes Mobility, et cette dysorexie évolue depuis une semaine. Cette chienne, elle est abattue et puis elle présente une pigmenturie qui évolue depuis au moins 48 heures. C'est une chienne qui habituellement reçoit du Bravecto et une vermifugation dont le monsieur, c'était une vermifugation vétérinaire, mais dont le monsieur ne se souvenait pas de la molécule. Et le monsieur rapporte que cette chienne est non à jour de ses APE et API. Elle est vaccinée CHPPI L multi à jour. Son poids est stable, elle ne présente pas d'autres signes, notamment pas de polyuropolydipsie, pas de troubles digestifs, pas d'anomalie respiratoire. Chez le vétérinaire traitant, elle était possiblement hypertherme à 39, elle avait une palpation abdominale un peu inconfortable et elle avait les muqueuses ictériques. À mon examen clinique, effectivement, je confirme que elle a un ictère clinique et elle a des signes d'inconfort à la palpation abdominale. Elle est en tachypnée, donc peut-être liée au stress, mais peut-être liée aussi à cette douleur abdominale. Et je vous rapporte juste le souffle cardiaque, que là, a priori, on ne va pas davantage explorer parce que on sait que très probablement c'est en lien avec sa maladie valvulaire mitrale. Alors, qu'est-ce que vous proposeriez pour déjà, quel est votre problème liste et qu'est-ce que vous auriez comme diagnostic différentiel et comme hypothèse diagnostique en particulier pour cette chienne? S'il y a un problème sur lequel vous allez orienter votre diagnostic différentiel et vos hypothèses, ce serait lequel? Peut-être la vaccination un jour avec le fait qu'elle boit dans les flaques. Ouais. Donc effectivement, le fait qu'elle boit dans les flaques, ça t'évoque quoi? Une lepto. Ouais, effectivement. Alors bon, ce que je vous demandais en fait, c'est on va raisonner sur l'ictère. Parce que la perte d'appétit, c'est peu spécifique, l'abattement également. La pigmenturie, bon, elle est à mettre en lien avec l'ictère, hein. On a probablement de l'hémoglobinurie. Et puis, donc, elle a potentiellement de la fièvre, mais là encore, c'est peu spécifique, alors que l'ictère va nous permettre d'orienter facilement nos hypothèses diagnostiques. Et on va retenir quand même que la palpation abdominale est inconfortable. Donc,
Oui, on va penser aux maladies infectieuses avec la leptospirose parce qu'elle boit dans les flaques d'eau. Bon, par contre, elle est quand même bien vaccinée. Elle n'a pas d'APE à jour, même si le monsieur n'a pas vu d'ectoparasite sur la chaîne ces derniers temps. On se méfie toujours d'une piqûre de tique. Et puis, palpation abdominale un peu inconfortable. On peut avoir euh, une obstruction biliaire, une pancréatite, potentiellement une cholangite, hépatite inflammatoire infectieuse et éventuellement une néoplasie avec des saignements ou de la nécrose. Donc, je vous propose que on oriente notre diagnostic différentiel et nos hypothèses par l'ICTER. Quels seraient les premiers examens complémentaires que vous souhaiteriez réaliser? Une prise de sang, une biochimie. Très bien, c'est exactement ce qu'on va faire. Notre hématologie, elle va montrer une microcytose. Est-ce que quelqu'un se souvient vers quoi on pourrait s'orienter en cas de microcytose? Une anémie inflammatoire, non? Alors, en cas d'anémie inflammatoire, c'est plutôt normocytaire. Là, les Ah, globules rouges, ils sont petits. Pourquoi? Parce qu'en fait, les globules rouges, ils vont sortir de la moelle quand ils ont une concentration en hémoglobine suffisante. Tant que la concentration en hémoglobine au sein du globule rouge est pas suffisante, le globule rouge ne sort pas de la moelle osseuse. Donc, on va avoir des précurseurs au sein de la moelle qui sont de plus en plus petits. Et donc, ça, c'est quand on a un déficit en fer. Du coup, on n'arrive pas à fabriquer notre hémoglobine. Et donc, déficit en fer, soit parce qu'il n'y en a pas assez, soit parce qu'il est bloqué aussi, par exemple, au sein du foie. Donc, les microcytoses, on les retrouve en cas d'anémie fériprive au sens large. Leucogramme de stress, bon, ça nous aide pas trop. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce qu'est un leucogramme de stress? Qu'est-ce qu'on va voir à l'analyse hématologique? Une augmente Je suis pas sûre parce que je suis étudiante. Augmentation des gènes et diminution des lymphocytes. Tout à fait. Donc, ça va être plutôt une neutrophilie et ou une lymphopénie et ou une éosinopénie. Très bien. Sa biochimie montre une augmentation marquée de l'activité des enzymes hépatiques. L'activité des pales et des alates sont indosables. Les GGT sont à 117, donc très augmentées. Elle a une hyperbilirubinémie marquée à 71, une hypercholestérolémie, et en revanche, on a une albumine dans les intervalles de référence avec une discrète hyperglobulinémie qui est probablement rapprochée avec le syndrome inflammatoire qu'on a identifié avec le leucogramme de stress. Alors, qu'est-ce que vous pouvez écarter? Pensez pré-hépatique, hépatique, post-hépatique. Les Vers quoi on anémies, s'oriente? les anémies hémolytiques. Pardon? Les anémies hémolytiques déjà. Oui, on peut écarter le pré-hépatique avec les anémies hémolytiques. Ok, est-ce qu'on a plutôt envie de nous orienter vers de l'hépatique ou du post-hépatique? Plutôt vers de l'hépatique, non? Ouais, peut-être plutôt vers de l'hépatique. Bon, là, on n'a pas trop le distinguo entre est-ce qu'on parle plutôt de cytolyse hépatique ou est-ce qu'on parle plutôt de cholestase. Bon, les GGT sont assez élevés, ce qui veut dire quand même qu'on a une atteinte des voies biliaires. Et puis, l'hypercholestérolémie peut aller dans les deux cas. Donc, on va rester quand même ouvert à ces deux pistes. Et qu'est-ce que, du coup, vous proposeriez pour Moi, poursuivre notre exploration? j'ai une question. Pourquoi j'ai pas compris pourquoi on éliminait pré-hépatique? Tu n'as pas d'anémie, ton hématocrite il est dans les intervalles de référence. Ah oui, Et- ok. D'accord, donc tu sais qu'il n'y a pas une destruction, c'est pas lié à une destruction des globules rouges et donc ensuite une surcharge. Donc ça n'est pas un ictère préhépatique. On a juste la microcytose, mais c'est pas forcément. Il y a juste la microcytose, on verra si on trouve
une explication à ça. Mais en tout cas, il y a 7 microcytoses, mais sans anémie. D'accord? Donc Ah, le ok. BGM est un peu abaissé, mais il n'y a pas d'anémie. Ok, merci. Ok. Alors, donc, ictère hépatique ou post-hépatique, qu'est-ce qu'on va faire pour progresser? Éco-abdos. Ouais, très bien. Éco-abdos. Le foie, il est taille discrètement augmentée. Par contre, son parenchyme, il est normo-écogène, un tout petit peu hétérogène avec quelques plages hypoécogènes. Vous en avez une ici, qui sont bien délimitées, qui ne sont pas très grandes, hein, ça ne dépasse pas 7 mm de diamètre. Et puis, on a des voies biliaires intrahépatiques qui semblent plutôt normales. Est-ce qu'on a le sentiment que ça va être un ictère hépatique du coup, avec cet aspect du foie qui semble plutôt normal? Non. Non, pas trop. Alors, il faut toujours se méfier, hein. Méfiez-vous de vos imageurs. Mais ça ne oriente pas trop vers, effectivement, une atteinte hépatique stricte. Alors, on poursuit, on va regarder cette vésicule biliaire. Tadam, qu'est-ce que vous reconnaissez? Une mucocèle. Eh oui, effectivement, on a une vésicule biliaire qui est de taille très augmentée, qui est très ronde, avec un contenu, alors complet en fait, là, il faudrait qu'on ait des vidéos, mais tout le contenu de la vésicule biliaire ne bouge pas, est complètement immobile. Vous avez un cœur ici hyperécogène, tout le reste qui apparaît hypoécogène là en périphérie, tout ça c'est du mucus qui est organisé. Et on a quelques stries ici, et puis là vous avez en coupe transverse, reste vous savez ce joli kiwi, d'accord? On a ces stries radiales qui font un kiwi, qui est là encore assez pathognomonique de la mucocèle biliaire. On a associé à ça, alors pas d'épanchement abdominal, pas d'énopathie visible. Par contre, on a une stéatite franche. Je vais vous montrer ici, vous voyez. C'est hyper écogène. Une stéatite qui est adjacente à la vésicule biliaire. Le canal cholédoque, il est légèrement dilaté. Quand c'est comme ça, vous allez rechercher en région de la papille, est-ce qu'il y a des signes d'obstruction? C'était pas le cas pour elle. D'accord. Moi, je ne vais pas vous montrer ça. Donc, on a un diagnostic de mucocèle biliaire. Est-ce que vous pensez qu'il y a rupture? Est-ce que vous pensez qu'il y a des risques de péritonite biliaire? S'il n'y en a pas déjà, il y a des risques qu'il y en ait bientôt. Ouais, très bonne remarque. C'est exactement ça. Alors, on va se poser la question parce qu'on ne voit pas d'épanchement. Mais par contre, il y a de la stéatite, donc il y a un syndrome inflammatoire très important, et c'est possible qu'il y ait un petit peu d'épiplomb qui ait comblé un petit peu la brèche. Et parfois, on a quand même des fissures ou des ruptures. On manque clairement de sensibilité à l'échographie. En tout cas, tu as raison. Si il n'y en a pas une, ça arrivera bientôt. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire comme prise en charge d'urgence? Il faudrait une cholécystectomie, non? Exactement, on va au bloc opératoire. Donc, les indications pour les laparotomies exploratoires immédiates en cas de mucocèle biliaire. En cas de rupture de la vésicule biliaire, par exemple, on peut avoir des traumatismes qui sont à l'origine de rupture de la vésicule biliaire, ou en cas de cholécystite avec présence de cholélite. À ce moment-là, on a une paroi de la vésicule biliaire qui est fragilisée, et donc rupture possible. Péritonite biliaire, vous avez un épanchement, vous ponctionnez, vous mettez en évidence que c'est de la bile qui s'est déversée dans l'abdomen. Il faut absolument aller en urgence au bloc opératoire. D'accord? Vous allez aller au bloc opératoire en cas d'obstruction par des calculs. Parfois, on a des plugs de mucus aussi, hein, en cas de cholécystite et cholangite sévère. Vous allez vous poser la question en cas de dilatation du canal cholédoque et si vous voyez une obstruction au niveau, encore une fois, de la papille duodénale. Et puis, l'aggravation de l'hyperbilirubinémie, c'est toujours un facteur pronostic
négatif, quelle que soit un peu l'origine de l'ictère. Et à ce moment-là, il faut sérieusement se poser la question, est-ce qu'il y a indication pour aller au bloc opératoire? Et, oui. Et enfin, on peut potentiellement poser des stènes biliaires hein, quand on a des causes spécifiques d'obstruction, des voies, biliaires extra-hépatiques. Et également, si ce n'est pas quelque chose que vous pouvez envisager, à ce moment-là, on peut faire aussi des drainages biliaires sous écoguidage. Alors attention, encore une fois, quand on a des voies biliaires fragilisées, attention à pas. Enfin, il y a toujours un risque de rupture de la vésicule biliaire quand vous faites une ponction. Et enfin, à l'inverse, vous allez envisager des traitements médicaux quand vous avez des obstructions, en l'absence d'obstruction biliaire complète, notamment en cas de cholangite, vous allez réaliser une cholécystosynthèse. Je répète, attention à bien prévenir les propriétaires qu'il peut y avoir des ruptures de la vésicule biliaire quand vous faites votre cholécystosynthèse. Il faut aller au bloc opératoire en urgence à cause de la péritonite biliaire. Pour une analyse cytologique et culture bactériologique, vous pouvez engager une antibiothérapie probabiliste. Donc, souvent, on va envisager plutôt de l'amoxicilline acide clavulanique à notamment donc des pénicillines potentialisées avec des dosages de l'ordre de, si vous avez de l'unacim, 30 mg par kilo 3 fois par jour. En tout cas, à des doses qui permettent de traiter aussi les anaérobies. En cas d'état de choc, en cas de sepsis, vous pouvez associer 2 antibiotiques en attendant votre retour de la bactériologie. Notamment, vous pouvez ajouter des quinolones fluorés. Et puis, on l'a dit, en cas de pancréatite, pas de bloc opératoire, sauf on se pose la question en cas de pancréatite nécrosante et on engage un traitement médical pour la pancréatite. Je vous rappelle, les traitements nécessaires en cas de pancréatite, ça va être une fluidothérapie, une réalimentation rapide, pauvre en graisse. Et votre alimentation pauvre en graisse, c'est quelque chose que vous allez garder chez le chien jusqu'à nouvel ordre, en tout cas de manière à long terme. Et puis ensuite, des antidouleurs, de l'analgésie parce que c'est extrêmement douloureux. Si vous avez des stases gastriques ou un ileus paralytique intestinal, il faut ajouter des prokinétiques. Donc notamment, ce qui fonctionne le mieux, c'est des séries de méthoclopramide. Est-ce qu'on met des antibiotiques? Oui, chez le chien, si vous suspectez qu'il y ait notamment des cholécystites, cholangites associées, dans un contexte où le chien présente aussi une entéropathie chronique avec des petites bactéries de l'intestin qui peuvent remonter ou transloquer jusqu'au pancréas. Et puis, quid de la cortisone? On a de plus en plus d'évidence que des petites doses de cortisone à dose anti-inflammatoire aideraient probablement à une guérison plus rapide de la pancréatite. Conclusion, si vous êtes rigoureux dans votre approche diagnostique, vos 3 axes, pré-hépatique, post-hépatique, vous allez vite vous orienter. Une fois que vous avez exclu ou au contraire infirmé l'hémolyse, là vous savez où vous allez vous chercher les toxiques, les causes infectieuses, maladies vectorielles ou alors une anémie hémolytique à médiation immunitaire primaire, ça va être vos principales causes. Hépatique, post-hépatique, vous demandez à un imageur de vous raconter ce qui se passe au niveau du foie, des voies biliaires. En général, ce sont des signes qui sont, en cas d'ictère, assez francs parce qu'il y a un vrai processus pathologique qui se passe. Donc, vous allez très vite réussir à vous orienter vers cette cause hépatique ou post-hépatique. Ensuite, il suffit de faire des recherches de maladies infectieuses en cas de maladies d'ictère hépatique, leptospirose, est-ce qu'il y a des bactéries dans les voies biliaires,
Est-ce qu'on a une néoplasie qui est à l'origine d'une cytolyse hépatique, donc ponction à l'aiguille fine du foie. Si pas concluante, vous allez en biopsie. Attention à la fonction hépatique, coagulation. Quand vous faites vos ponctions à l'aiguille fine, on fait une coag pour s'assurer pour écarter le risque important de saignement. Et ensuite, sinon, pas de réponse, on envoie en biopsie. Si c'est post-hépatique, pancréatite, on traite médicalement. Si c'est une obstruction, on va au bloc opératoire. Si finalement, ça semble assez simple, et en pratique, franchement, ça l'est. Je vous remercie, j'ai été un petit peu longue. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question. Oui. En fait, alors c'est un cas très pratique parce que j'ai reçu en urgence un chien qui était en anémie chronique et qui avait fait une syncope et donc les gens l'avaient amené chez le véto, Ouais. qui lui a fait juste un solu. Et donc derrière, moi j'ai fait mon protocole de recherche d'anémie classique, mais du coup je n'ai pas fait le test d'agglutination sur l'âme parce que je me disais qu'il allait être de toute façon biaisé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que j'aurais dû le faire quand même? Parce qu'il était sous cortisone déjà, c'est ça que tu veux dire? Je fais un solu chez le veto. Ouais. Alors, tu peux le faire. S'il est positif, tu sais que ça hémolyse encore. S'il est négatif, tu dis peut-être parce que le chien a reçu du Solu-Médrol. C'est pareil pour le test de Coombs. Vous pouvez envoyer un test de Coombs même si l'animal est déjà sous corticothérapie. C'est positif, vous savez que c'est une HMI. C'est négatif, vous allez vous dire attention, le chien était déjà sous cortisone. D'accord, ok, ça marche. Merci. Okay. Bon, merci beaucoup pour cette présentation. Avec plaisir. Je vais essayer de voir si j'arrive au cas où à remettre la caméra quand même pour vous faire un petit coucou. Est-ce que ça marcherait? Je pense qu'on n'a pas l'air d'avoir envie de marcher. Toujours. Pas grave, on avait ta photo, t'avais transmis ta photo là, donc dans le petit flyer de la conf, on avait ta tête, mais ça s'arrêtera là. Ouais, en plus, cette photo, elle date parce que c'était à mon arrivée à Advesia en 2017. C'est pas grave, on est sûr que tu n'as pas pris une ride. Oui. Bon, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions qui vous reviennent, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires, s'il y a des choses que vous voulez que je rajoute sur le PowerPoint qu'on a dit à l'oral. Donc, mon adresse, c'est... je vais peut-être vous donner mon adresse d'Advesia. C'est Vanier, mon nom de famille, VAGNEY, @advesia.fr. Impec. N'hésitez pas. Eh ben, merci beaucoup à toi pour la présentation et puis merci à tous ceux qui étaient là en live et ceux qui le regarderont en replay après. Merci à tous, bonne journée. Bonne journée tout À le bientôt. monde, salut! Au revoir.